Les amis, je me suis lancé un gros défi. C'est de résumer MiCA et de vous en donner les grandes lignes en moins de 15 minutes. Je sais que c'est pas l'un des sujets les plus excitants, mais ça concerne toutes les personnes qui peuvent ne serait-ce qu'interagir avec la blockchain, les crypto-monnaies, les personnes qui comptent continuer à utiliser les NFT, la finance décentralisée ou encore à prêter leur stablecoin afin d'obtenir des intérêts. On va faire le point sur les grands axes de MiCA. Globalement, quelles peuvent être les restrictions, mais également les accès que ça va permettre de donner, quels seront les avantages et les contraintes, que ce soit pour un utilisateur européen ou pour une plateforme ou une entreprise qui exerce en Europe, mais également pour les sociétés à l'international qui veulent proposer des services dans l'Union européenne, les choses qui sont encore à définir, le calendrier d'application, parce que même s'il y a une régulation européenne, ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas demain, ça vient par étapes. Et également pour finir, les nouveaux enjeux et les nouvelles discussions qui commencent dès aujourd'hui, puisque l'on va commencer à réguler d'autres produits qui ne sont pas couverts et qui ne sont pas sous le joug de la première régulation de MiCA. Comme je le dis, je le répète et je le répéterai encore demain, ce n'est pas la blockchain et les crypto-monnaies que régule MiCA, c'est bel et bien l'interaction et le droit d'interaction entre les Européens et les entreprises européennes avec la blockchain et les crypto-monnaies. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour essayer de garder un maximum d'agilité et surtout faire en sorte que le régulateur comprenne ce qu'il essaye de réguler. Moins de 15 minutes. C'est le pari, je vais faire au mieux. C'est parti. On commence donc avec les grands axes de cette fameuse régulation européenne MiCA. Le premier axe concerne les émetteurs de tokens, donc toutes les ICO, tous les nouveaux jetons et crypto-monnaies qui sont émises sur le marché. Le deuxième grand axe, et pour moi c'est la bataille que nous avons perdue, ce sont pour l'émission de stablecoin. Alors déjà, que j'avais beaucoup de mal à répondre dans le passé à la question pourquoi il n'y a pas de gros stablecoin comme USDT sur l'euro, autant vous dire qu'avec les restrictions qui ont été mises en place maintenant, je peux vous dire pourquoi on n'est pas prêt d'avoir un stablecoin aussi gros que l'USDT adossé à de l'euro. En tout cas, là où il n'y avait pas de règles très précises dans certains pays, à partir d'une certaine taille, un émetteur de stablecoin pourra carrément être régulé par l'autorité bancaire européenne. Le troisième gros axe, c'est l'évolution de la plupart des entreprises régulées en CASP, c'est-à-dire Crypto Asset Service Provider. En France, actuellement, on appelait ça des PSAN, prestataires de services sur actifs numériques. En l'occurrence, comme c'est une uniformisation au niveau de l'Union européenne, toutes les entreprises régulées vont devoir devenir des CASP, c'est-à-dire non seulement être conformes aux obligations de la régulation MiCA, mais également obtenir un agrément pour pouvoir proposer certains services. Les entreprises qui proposent des services suivants devront être régulées au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire la conservation de crypto-monnaies, le fait de proposer une plateforme de trading sur les cryptoactifs, le fait d'échanger, d'acheter ou de vendre de la crypto-monnaie, proposer une plateforme d'exécution d'ordre pour des tiers, une plateforme d'exchange proposant directement aux gens de venir acheter ou vendre et de mettre eux-mêmes des ordres, tous les services de placement de crypto-monnaies, le service de transfert pour compte de tiers, c'est-à-dire une plateforme qui gère vos crypto-monnaies et qui vous permet de faire des transferts à travers cette plateforme. Tout ce qui est RTO, ce qu'on appelle réception-transmission d'ordre. Par exemple, vous payez en euros et vous donnez l'ordre d'acheter X ou Y crypto-monnaie et de la placer dans X ou Y protocole. Le conseil en investissement sur les crypto-monnaies. Et pour finir, la gestion de portefeuille constitué de crypto-monnaies. Tous ces services-là, si une entreprise veut pouvoir légalement les proposer à des utilisateurs européens, elle va devoir obtenir un agrément. Et pour le coup, l'agrément, c'est pas simplement l'enregistrement PSAN comme on a pu le connaître en France. C'est non seulement une certaine rigueur sur les process et sur la façon dont on exécute son business, comme un enregistrement, mais également une rigueur supplémentaire, celle de l'agrémentation. Pour obtenir l'agrément, un CASP doit par exemple avoir un système informatique résilient et audité. Un certain niveau de fonds propres, ce sont des ressources qui sont propres à l'entreprise, donc soit des bénéfices qui n'ont pas été distribués, soit de l'argent apporté dans l'entreprise directement par ses fondateurs, avoir défini un dispositif de gouvernance précis, un dispositif de contrôle interne, pour ceux qui connaissent déjà, c'est tout simplement les obligations de conformité et de compliance, avoir une politique interne sur la gestion du conflit d'intérêts, mais également sur l'intégrité du marché et sur son interaction avec le marché, et bien entendu, respecter des normes contre la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un autre gros axe, c'est sur l'autorité de contrôle. En l'occurrence, pour le PSAN, en France, c'était l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Même si on passe sur un régime européen avec MiCA, c'est un contrôle qui sera local. C'est-à-dire que pour un CASP français, ce sera toujours l'autorité des marchés financiers. Sauf si ce CASP est considéré comme very significant, c'est-à-dire que répondant à certains critères, si l'entreprise est beaucoup trop grosse, elle se devra rendre des comptes à une autorité de contrôle européenne et non pas à celle du pays d'origine. Pour terminer, le dernier
dernier gros axe de la régulation MiCA, c'est tout ce qui est prévention contre les abus de marché, que ce soit les manipulations ou d'autres abus qui peuvent se faire sur le marché des crypto-monnaies en règle générale. En l'occurrence, il n'y a pas d'outil qui existe qui permet de le faire aujourd'hui, et justement, il y a eu un appel d'offres de l'Union européenne proposant à qui est capable de créer ce genre d'outil de monitoring d'en fournir un qui permettrait justement de monitorer certains abus. Autant vous dire que la plupart des sociétés qui analysent les transactions on-chain ou qui fournissent beaucoup de données et de data sur la plupart des plateformes se sont positionnées pour essayer de proposer l'outil qui sera utilisé dans toute l'Union européenne. Alors, il y a quand même des petites victoires là-dedans, c'est que certains sujets ne seront pas traités par MiCA 1, c'est-à-dire la première version du texte qui vient d'être validée au niveau de l'Union européenne. Comme par exemple, MiCA exclut tout ce qui est Decentralized Ledger Technologies ou encore les monnaies électroniques. Quand je parle de monnaie électronique, je ne parle pas de crypto-monnaie, c'était un autre statut qui englobait d'autres types de monnaies électroniques, même si certains stablecoins peuvent être considérés comme des monnaies électroniques. Mais aussi et surtout, deux autres catégories que vous connaissez certainement plus, les NFT et la finance décentralisée, la DeFi. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on les régule pas tout de suite, parce que de toute façon, c'était pas suffisamment compris. On aurait sûrement mis un cadre qui allait tuer tout simplement dans l'œuf toutes les initiatives liées à ces deux domaines. Mais vous allez voir que c'est loin d'être fini, parce que même si le texte MiCA, entre guillemets, ne cadre pas les NFT et la finance décentralisée, eh bien vous allez voir que c'est pas si simple que ça, et c'est même pas tout à fait clair. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'il y a la proposition MiCA, c'est ensuite les textes de second niveau qui vont définir avec un peu plus de précision la façon dont on va appliquer ces règles et dont elles devront être respectées. Le truc qui est un peu inquiétant, c'est que c'est pas encore totalement interprété. Quand on lit MiCA, c'est pas clair. Et ce sont donc ces textes de second niveau qui vont être définis par l'ESMA, qui est un équivalent de l'AMF au niveau de l'Union européenne, qui va définir si finalement on peut faire de la DeFi ou si on peut utiliser des NFT. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est les NFT. Normalement, c'est très clair, c'est écrit noir sur blanc, ils sont exclus de cette régulation. Malgré tout, l'ESMA demande justement à ce qu'on clarifie la définition de certains NFT, car certains peuvent être de simples représentations d'art numérique et d'autres peuvent être des titres financiers, comme par exemple des NFT qui vous permettraient de prouver que vous êtes le propriétaire d'1% d'un bâtiment. Et à ce moment-là, ils pourraient être requalifiés. De la même façon, quand on lit l'intégralité du texte MiCA, le récital 6C précise qu'une collection d'NFT où il y a quelques centaines, voire quelques milliers de pièces peut être considérée comme totalement non fongible, NFT, non-fungible token. Par contre, ce récital précise que s'il y a trop de pièces dans une collection et que la collection est dite suffisamment large, pour reprendre les mots du texte, eh bien ça peut être un indicateur de fongibilité. Et donc requalifier totalement le NFT en disant que ce n'en est pas un. Enfin, ne me demandez pas d'expliquer, ça me dépasse. Mais il y a bien pire que ça. Dans le texte, il est écrit précisément au récital 63 que le lending et le borrowing, c'est-à-dire le prêt et les emprunts dans la finance décentralisée, ne sont pas dans le champ d'application de la régulation MiCA. Mais deux autres articles de cette même régulation, c'est-à-dire respectivement l'article 36 et 46, disent que si on fournit des services sur cryptoactifs stablecoins, eh bien les CASP, les entités régulées, ne peuvent pas fournir des intérêts sur ces stablecoins. Le lending n'a donc pas à être régulé par MiCA, mais MiCA interdit de pratiquer le lending et le borrowing, ce qui est complètement fou. Alors il y avait eu un accord politique, le 30 juin, qui disait que le but n'était pas d'empêcher justement des rétrocessions d'intérêts sur ce genre d'activité, et plus globalement, quand on interprète légalement ce que l'Union européenne semble vouloir faire, ce qu'il voudrait, ce serait interdire l'incitation aux gens de changer n'importe quelle monnaie en stablecoin pour obtenir des intérêts. Mais quand on connaît la finance décentralisée, on sait qu'il n'y a pas que le lending et le borrowing, il y a également l'apport de liquidité dans certains protocoles qui est nécessaire et même vital à la stabilisation de la finance décentralisée. Et ça ne semblerait pas être dans le champ de ce qu'ils veulent interdire. Encore une fois, même si MiCA pose une base, elle va être interprétée dans un texte de second niveau et ce sera donc les textes de l'ESMA, le régulateur européen, qu'il faudra suivre de très près. Quand c'est fini, il y en a encore. Et encore, là on sera sur l'interprétation et l'application du premier texte MiCA 1. Les discussions sur MiCA 2, le texte qui va venir complémenter la régulation MiCA 1, sont déjà en cours. Mais finalement, qu'est-ce que ça va apporter et qu'est-ce que ça va changer très court terme pour certains utilisateurs? Ce qu'il faut comprendre, c'est que MiCA est un Big Bang. C'est-à-dire que actuellement, la plupart des pays avaient leur propre régulation et c'était pas très clair pour l'interaction avec l'international ou les autres pays. Par exemple, en France, par définition, on pouvait adresser, si on était PSAN, les 70 millions de Français. Dès qu'on sera régulé sous MiCA, on pourra s'adresser à toute l'Union européenne, c'est-à-dire un marché de plus de 500 millions de personnes. Pour le coup, ça c'est plutôt intéressant. Aux États-Unis, il n'y a pas de régulation précise sur les crypto-monnaies. À chaque fois qu'il y a un problème, on va interpréter la loi, on va se référer à de la jurisprudence, à des anciennes affaires pour voir qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas et comment est-ce que l'on peut traiter ces différentes choses. En Chine, c'est totalement différent puisque la plupart des crypto-monnaies et des activités sont plutôt interdites, si ce n'est la fameuse crypto-monnaie du gouvernement chinois elle-même.
Quoi qu'il en soit, même si c'est pas le cas dans tous les territoires, soit ce n'est pas défini du tout, comme la plupart du temps, soit c'est interdit, comme dans de rares pays, soit c'est désormais cadré par une première réglementation, et c'est donc une première mondiale pour l'Union européenne. Parlons de ce que ça va changer pour les plateformes et pour les utilisateurs. Alors pour les utilisateurs, théoriquement, c'est plus entre guillemets de protection, parce qu'on n'aura pas n'importe quel acteur qui pourra adresser le marché européen. Pour l'adresser, il faudra être agrémenté et donc respecter un minimum de rigueur, de process, de compliance, ce qui viendrait limiter les abus qu'il pourrait y avoir sur le marché. Et évidemment, pour ces acteurs et pour ces entreprises, ça va demander énormément de ressources, que ce soit pour être compliant, que ce soit des outils très coûteux qui permettent de se rendre conforme, qui permettent d'analyser tous les flux entrants, tous les flux sortants et être conforme avec toutes ces obligations que propose MiCA, mais également certaines barrières à l'entrée, puisqu'une nouvelle entreprise et une jeune initiative va avoir énormément de frais et va demander énormément de temps afin de pouvoir s'agrémenter en tant que CASP et pouvoir adresser les clients du marché européen. De la même façon, les grosses plateformes à l'international, vous avez quelques noms en tête, si elles veulent s'adresser aux clients européens, elles auront dû elles-mêmes, avant ça, obtenir l'agrémentation CASP. Mais attention, parce que même pour les utilisateurs et pour certaines entreprises, ça peut être évidemment une perte de liberté et une perte d'agilité. Pourquoi? Eh bien, prenons l'exemple de certaines restrictions sur certains stablecoins. Il y a évidemment des sociétés en Europe qui commençaient à lancer leur activité, qui vont se délocaliser pour pouvoir profiter pleinement de la demande qu'il y a sur ce genre de stablecoin. De la même façon, si on vous interdit la finance décentralisée ou encore le lending et le borrowing, vous n'aurez pas 25 solutions. Si vous vivez en Europe, soit vous continuerez cette activité, mais vous n'aurez théoriquement pas le droit d'adresser des services européens, soit vous n'aurez tout simplement plus accès à ce genre de service-là. Naturellement, là où elle va offrir une certaine tranquillité d'un côté, elle enlèvera de la liberté ou de l'agilité de l'autre. Et autant vous dire que pour certains utilisateurs qui portent les idéaux de la finance décentralisée et de la liberté financière, c'est un petit peu compliqué et ça grince des dents. Parlons maintenant du calendrier. Maintenant que l'Union européenne est tombée d'accord sur la régulation MiCA, il devrait y avoir une publication officielle de MiCA aux alentours de mars-avril 2023, ce qui nous laisse encore quelques mois. Quand cette publication a eu lieu, 20 jours après, elle entre en vigueur. Une fois que le texte est passé en vigueur, on aura 18 mois, 12 mois pour tout ce qui concerne les stablecoins, avant que ça rentre en application. À partir de l'entrée en application, il y aura deux possibilités. Soit une entreprise n'était pas régulée, elle démarrait son activité et à ce moment-là, elle va devoir devenir CASP avant de pouvoir proposer ses produits, sinon ce sera interdit. Soit l'entreprise était déjà régulée dans son pays, comme par exemple PSAN en France, et à ce moment-là, l'entreprise aura encore 18 mois de plus pour pouvoir se conformer. C'est-à-dire que d'ici fin 2025, début 2026, approximativement pour les estimations, les régimes de tous les pays qui proposaient actuellement une régulation sur les crypto-monnaies disparaîtront et on ne suivra plus qu'une seule et unique régulation harmonisée, la régulation MiCA. En conclusion et en très bref, c'était le pari, cette régulation européenne est une première au niveau mondial, en tout cas adressant autant d'utilisateurs puisque l'on compte plus de 500 millions d'Européens et même les grosses sociétés internationales devront se réguler pour pouvoir proposer leurs produits aux Européens. Même si cette première régulation donne déjà des guidelines, il reste encore l'interprétation, c'est-à-dire les textes de second niveau qui eux vont pouvoir préciser certaines choses, voire même interdire des choses qui ne sont pas considérées comme interdites quand on consulte clairement MiCA aujourd'hui. Ce sont donc ces seconds textes qui vont se définir dans les mois qui viennent, qui vont être très important, notamment sur les NFT et sur la DeFi. Pour les stablecoins, c'est une restriction, en tout cas des normes qui sont très strictes et qui vont être très dures à suivre, mais nous n'avions déjà pas de champion de stablecoin dans l'Union européenne. Disons que ça n'installe simplement pas le tremplin pour qu'on puisse en créer un. La régulation MiCA 2 a déjà commencé, c'est-à-dire qu'il y a déjà des discussions qui vont définir avec un peu plus de précision ce qui sera autorisé ou non dans l'interaction avec les protocoles de finance décentralisée, les NFT, et qui sait, pourquoi pas des nouveaux usages blockchain que nous découvrirons ou que nous créerons dans les mois et dans les années à venir. Même si c'est un combat constant, il faut continuer l'éducation. Le fait que le régulateur comprenne les enjeux fait que sa régulation est plus souple. La régulation arrivera inéluctablement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se battre pour essayer de garder un maximum de décentralisation et d'agilité dans toutes les ressources que proposent ces solutions qui, je vous le rappelle, même si on essaye de les cadrer avec certaines lois et certaines règles, n'appartiennent à aucun territoire puisqu'elles appartiennent à tous les utilisateurs qui peuvent interagir avec le protocole, quelle que soit leur provenance, aux quatre coins de la planète. Ce n'est donc pas réellement la blockchain et les crypto-monnaies que nous sommes en train de réguler, mais bel et bien l'interaction entre les Européens et la blockchain et les crypto-monnaies. Quoi qu'il arrive, Bitcoin, Ether et toutes ces applications se porteront bien sans Européens, autant se battre pour essayer de garder un maximum de droits d'interaction avec ces derniers, que l'on soit une personne individuelle ou une entreprise sur le sol européen. Je vous mets en description un document plus détaillé. Là, j'ai été très vite, l'objectif c'était de faire un sommaire. Le document sera plus détaillé, il fait 4 pages et vous donne de la visibilité sur le plus gros de cette régulation. Je remercie énormément
vraiment Reeds, le compliance officer de Just Mining, et son équipe qui ont bossé sur ce document. Ils ont bouffé l'intégralité de la régulation MiCA et ont fait partie de très nombreuses discussions qui leur ont permis de m'expliquer avec le plus de clarté possible de quoi retourne cette régulation et surtout à qui elle s'adresse. De temps en temps, Reeds poste des informations sur la régulation sur son LinkedIn. Si ça vous intéresse, je vous mets son profil dans la description. C'était Asher, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était un travail de titan, même si ce ne sont pas les vidéos qui cartonnent le plus, qui font le plus de vues. C'est important et c'est là qu'on fait toute la différence. Même dans certains investissements, il faut retirer des billes sur des projets qui risquent de se faire couper l'herbe sous le pied et qui tirent le plus gros de leur profit aujourd'hui dans l'Union européenne. De la même façon, le fait d'être en avance de phase sur ce qui est en train de se réguler vous permet non seulement de participer, d'essayer d'éduquer et de faire comprendre au mieux la réalité d'usage du monde des services décentralisés et de cette façon essayer d'anticiper le plus habilement possible ce qui va arriver, ce qui va bouleverser le monde de la blockchain et des crypto-monnaies demain. Je compte sur vos commentaires, un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton en dessous de la vidéo. Au revoir.